Bonsoir à tous, je m'appelle Trajan, je suis là, vous me voyez. Et ce soir, j'essaye en 15-20 minutes de faire un cadeau pour l'anniversaire de ma femme que c'est demain et je l'aime énormément. Et mon cadeau, c'est une pierre de Rosette pour la théorie des fractalons pour laquelle je travaille pendant 10 ans. Et avec ces pierres de Rosette, j'essaie de faire une traduction entre l'ancien physique, c'est moi qui le considère l'ancien physique d'Einstein et de tous ses adeptes, et la nouvelle physique des fractalons. Pour commencer, j'ai fait un tableau pour voir quelques éléments que je veux le traduire et que je pense qu'ils vont changer entre l'ancienne physique et la nouvelle physique. Et à la fin, je peux parier sur 1000 euros pour chaque article de Wikipédia que je peux le traduire de l'ancienne physique dans la nouvelle physique. Bon, pour commencer, on va commencer avec le space-time. On sait que pour toutes les interactions de l'univers, dans le space-time, on a 4 interactions fondamentales. Et dans la physique moderne, on considère que les 4 interactions fondamentales sont exercées par les forces, par les 4 forces. La première qu'on voit ici, c'est la gravité. La deuxième, c'est l'électromagnétique, avec transmission par photon dans la physique actuelle. Après, on a l'interaction faible, qui est surtout dans les leptons, dans les électrons. Et l'interaction forte, qui intervient plutôt entre les quarks des atomes. Qu'est-ce que je veux changer dans la nouvelle physique? Pour la gravité, moi et Einstein, on est tout à fait d'accord. Einstein, il a dit bien, la gravité, c'est pas une force, c'est une déformation de l'espace-temps. Moi, je dis pareil, la gravitation, c'est pas une force, c'est une déformation de l'espace-temps. Qu'est-ce que je change? Je change que les 3 autres forces, pour moi, sont pas des forces, sont des déformations d'espace-temps. Pardon, avec vert, c'était mieux. Et en 20 minutes, c'est ça que j'essaie de vous démontrer. Ça veut dire, pas seulement la gravité, c'est pas une force, mais toutes les 4 forces connues aujourd'hui, avec lesquelles on explique la physique, je vais vous démontrer que ce ne sont pas des forces. Et les photons, on a toujours vu l'électron, qui est une conséquence du photon, mais personne n'a vu les photons, les gluons, les photons, les bosons, la particule de X, il n'y a personne au monde qui les a vus. Ce sont des particules complément théoriques pour expliquer ce tableau qu'ils ont inventé. Et ils ont transformé tout dans un physique très très compliqué que seulement eux, ils sont capables de le résoudre. C'est eux qui l'ont compliqué et c'est eux qui vont essayer de le résoudre. Mais moi, j'essaie de faire autre chose. Comme Copernic, avec la bataille des équations de plus en plus compliquées, avec tous les articles de Wikipédia, pour décrire, on va dire, les mouvements d'une planète du système solaire et du Soleil par rapport à la Terre, qui va donner des choses vraiment compliquées avec des équations très très compliquées. Je vais tout simplifier comme Copernic et de transformer tout dans des choses très très simples et de sortir direct la sortie du labyrinthe sans compliquer du tout les choses. Et pour ça, on va utiliser une chose mathématico-physique, on va dire. Mais je vous le présente visuel parce que c'est 1000 fois plus facile à comprendre une chose s'il est présenté visuel par rapport à une présentation pure mathématique. Par exemple, si on a une fonction linéaire avec une fonction exponentielle, l'intersection entre deux sont les solutions. Ça, c'est la plus simple modalité de
présenter deux fonctions. Après, ici, là, cette surface correspond à quelque chose. On peut le calculer, c'est des équations très compliquées et ce n'est pas moi qui veux le faire. Mais moi, j'essaie de vous présenter une chose très, très, très simple. Ça veut dire, dans ma physique, l'espace-temps, il est formé à partir d'une seule particule, qui je pense que c'est une forme de dodécaèdre, comme ça, une seule particule, qui je l'appelle fractalon. Cette particule, elle peut être en rotation et en translation. Les pôles, ils peuvent changer la position, tous les deux ensemble, ou tous les deux séparément, ou ils peuvent être seulement en pure rotation avec les pôles fixes. Si on remplit tout l'espace, tout l'univers, avec des fractalons en mouvement, pour garder chacun son mouvement, ils vont s'organiser dans un réseau, je l'appelle cubique, comme les diamants, et ça va donner à la fin une structure de tout l'univers qui va rassembler à ça. Vous voyez? Ça veut dire multiples plans, multiples couches, un sur l'autre, des fractalons organisés dans une structure cubique. Vous voyez? On a un infini de plans comme ça et on a une structure cubique parfaite. Chaque fractalon, à peine il touche les voisins, on peut dire que pour le moment il ne touche pas. Chaque fractalon, il ne dérange pas personne, il ne les touche pas et il tourne tranquillement ensemble avec une certaine vitesse qui ne nous intéresse pas. Elle n'a aucune importance. Ça veut dire qu'on voit que les moitiés des fractalons dans chaque plan, ils tournent dans un sens et moitié dans l'autre sens. Pour vous montrer visuel, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. On sait qu'un fractalon, on ne sait pas à quelle vitesse il tourne, mais de temps en temps, il va faire une rotation complète. Il y a des moitiés de fractalons qui tournent dans un sens et moitié qui tournent dans l'autre. Ils sont en contact, ils ne peuvent pas glisser. Ça veut dire on va avoir un espace complètement homogène, complètement cubique, avec moitié des fractalons, moitié des colonnes qui tournent dans un sens, parce que vous avez bien compris, celui-là et celui-là, ils tournent en même direction, celui-là et celui-là en direction opposée. Et jusqu'à l'infini comme ça, dans tous les plans, on a des fractalons, on a des colonnes comme ça en hauteur qui tournent dans un même sens. Et sur les plans, on a toujours des 4 fractalons. Chaque fractalon, il a des voisins qui tournent dans des directions opposées. Et quand l'univers entier il est rempli de ça, on appelle ça le vide idéal. Dans le vide idéal, on voit qu'entre tous les fractalons du vide idéal, je vais vous prendre ici comme exemple les 4. Vous voyez comme il tourne. Et on voit qu'il reste beaucoup d'espace. Dans le vide idéal, il y a encore beaucoup d'espace. Vous voyez? Par rapport à la structure hexagonale, je l'appelle cette structure hexagonale, ils sont bloqués toujours en 3. La structure cubique, ils sont mobiles et il reste toujours beaucoup d'espace. Mais chaque chose en mouvement, en rotation, si on remplit tout l'univers avec des balles et on les organise dans ces structures cubiques parce qu'elles sont toutes en mouvement, tous les balles vont être connectées comme des rues dentées que vous voyez ici. Vous voyez? Et tout l'univers, c'est comme une montre géante il n'y a pour le moment zéro mouvement de translation, il y a seulement des mouvements de rotation. Et dans cet univers parfait, dans cette vie idéale, on fait une chose. On joue à la créateur. On essaie de créer tout l'univers. Et on va mettre encore un fractalon. Un seul entre deux plans. On a ici les deux plans, des fractalons, comme ça. Et entre les deux plans, on va mettre un seul nouveau fractalon. Et ce nouveau fractalon, il va avoir en contact au total 8 voisins.
Et avec lui, il va être 9, ça veut dire un nombre impair. Et normalement, vous voyez, il ne tourne pas, mais il glisse. Parce que tu ne peux pas faire tourner des choses qui se touchent en 3 ou en 5. Ici, il se touche tous les 5 en même temps, détourner. Et il y a deux options. Ou tout l'univers, il s'arrête. Ça veut dire, avec un seul fractalon, tu arrives à bloquer l'univers entier, cet univers. Ou la deuxième option, ils vont se réorganiser d'une telle manière pour lui faire place. Et cette réorganisation qui apparaît dans un réseau cubique de balles en mouvement avec même vitesse, contact équatorial, si tu introduis un seul nouveau fractalon, celui-là, qui va toucher au total 8 voisins, vous voyez, les cubes, et lui à l'intérieur. Bien sûr que l'espace, il va être un petit peu déformé, mais pas beaucoup. Mais jusqu'à la réseau parfaitement, comme j'expliquais dans toutes les vidéos précédentes et dans ma livre, jusqu'à la remplissage complet de l'espace dans un réseau complètement hexagonal, il reste quand même beaucoup d'espace. Ça veut dire, on peut se permettre de mettre encore une dans un réseau ici, entre les 4 en haut et 4 en bas, vous voyez les nouveaux fractalons, et de déformer un petit peu l'espace. Il va déformer les espaces autour de lui, et dans ces moments, il faut bien regarder qu'est-ce qui se passe. Dans ces moments, avec l'introduction d'un seul nouveau fractalon, pour lui faire d'espace et pour ne pas bloquer tout l'univers, au lieu de tourner comme ça, parce que comme ça, ils sont bloqués, ils n'ont pas les bras, ils sont comme des roues dentaires. S'ils sont en train, ils ne peuvent plus tourner du tout, vous voyez? Comme ici, si je mets entre les 5, ça, tu ne peux plus les tourner ensemble, de se toucher et de tourner. Alors, ils vont tourner une fois deux sur des multiples diagonales, ils se vont toucher seulement les fractalons qui ont des directions opposées. Une fois celui-là avec celui-là et celui-là, plus ou moins celui-là et celui-là, parce qu'ils tournent tous dans la même direction. Cette colonne, elle tourne dans la même direction et cette colonne, elle tourne dans la même direction. Il ne faut jamais toucher, pour bloquer les mouvements. Et pour faire ça, regardez bien qu'est-ce qui se passe. Si je commence à faire ça, tout de suite, il y a un mouvement de précession, vous voyez. Le fractalon, il va tourner lui aussi, il va avoir un mouvement de rotation propre et toutes les, je ne sais pas combien de rotations, l'épaule, il va réarriver, il va changer, on va dire, l'épaule. C'est bien connu ce phénomène, il s'appelle les demi-spins de tous les leptons et l'électron, il fait partie. Cette demi-spin qui dépend de la vitesse de rotation et cette translation qui va libérer les mouvements pour ne pas bloquer tout l'univers, va faire apparaître les demi-spins d'électrons et cet nouveau fractalon qu'on a introduit dans le système, on peut déjà l'appeler les premiers électrons. Qu'est-ce qui se passe avec les premiers électrons? Les premiers électrons, comme vous avez vu, il va générer ce mouvement. Vous voyez, il va forcer tous les 4, il va déformer l'espace et il va les obliger, dans chaque moment, avec chaque rotation, de passer et de changer les moteurs, on va dire. On a 8 balles moteurs et on va les changer tout le temps. Comme ça, l'univers, il peut continuer de tourner. Chaque fractalon dans l'univers, il peut, parce qu'ils ont beaucoup plus d'énergie, ils vont continuer de tourner. Ça veut dire un seul fractalon pour un infini de fractalons de tout l'univers, c'est suffisant pour déformer l'espace, pour apparaître un demi-spin, comme vous le voyez ici, et une fois qu'il est apparu, les fractalons qui sont en haut et en bas, je change
parce qu'on peut continuer. Je pense que vous avez bien compris le principe. Et on a ici, j'ai fait un zoom pour voir mieux. On a ici les plans avec des fractalons organisés et on a notre nouveau arrivé ici au centre, l'électron, le premier fractalon électron, qui va tourner, il va avoir une demi-spin de 720 degrés, mais il peut changer cette demi-spin, tout ça dépend de la surface de contact et des points de contact avec les quatre. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on sait? Que tous les quatre ils vont tourner à la même vitesse, parce que c'est un seul fractalon dans tout l'univers. Et ils vont générer dans chaque plan, parce qu'au-dessus de lui, tu as multiples plans, comme ça. Et dans chaque plan, il va générer quatre parce que il fait comme une personne qui danse avec les mains et avec les pieds en même temps. La partie du milieu, elle reste sans bouger et il va générer, je pense qu'on voit mieux ici, oui. Il va générer une chose qui, en projection, vous le voyez ici, il va avoir 8 axes au total et des probabilités où il va se trouver pour toucher les fractalons du système cubique, 4 en bas et 4 en haut. Il va générer des mouvements tourbillonnaires, vous voyez tout ça, comme on danse, sur tous les fractalons qui sont sur les plans au-dessus et au-dessous. Et ici, comme il va toucher diagonale de temps en temps, tous les quatre, et tout ça va dépendre de la vitesse de rotation des quatre qui sont en bas et quatre qui sont en haut. Périodique, il va toucher aussi les fractalons en bas, aussi les fractalons en haut, avec une certaine fréquence qui dépend bien sûr de la vitesse de rotation, qui pour moi représente, je vous explique après, la vitesse de la lumière. Ça veut dire, avec un seul fractalon, au lieu d'avoir seulement des mouvements de rotation dans tout l'univers, on commence à avoir des mouvements de translation dans les deux plans, parce qu'ici sont 4, mais en effet, il est entre 4 en bas, 4 en haut, au total sont 8. On va avoir dans 7 plans, dans les plans X, Z, on va avoir des mouvements, pour chaque fractalon, ils vont partir des translations, et sur les axes qui va bouger, il va avoir tout le temps un axe central, autour desquels il va changer la direction. On va avoir, pareil, des ondulations dans l'espace. Et cette chose, on va l'appeler fluctuation du champ électromagnétique, les choses qui sont en haut et les choses qui sont en bas. Et il va avoir trois parties, un dipôle en haut, un dipôle en bas et un dipôle au milieu. Je l'ai dessiné les dipôles ici. J'espère que les vidéos marchent. Un dipôle au milieu, un dipôle en haut et un dipôle en bas, parfaitement symétrique. J'espère que jusqu'ici c'est clair. On peut avancer. Une fois que... Pardon, je n'ai pas fini. Effectivement, dans ces moments, on a vu les fluctuations du champ électromagnétique qui ont apparu, mais il y a une deuxième chose qui se passe. Parce qu'il va déformer tout doucement, mais suffisant, l'espace dans des cercles concentriques que je les appelle comme cercles d'oignons. Vous voyez, cette premier électron de l'univers, c'est une sorte de Big Bang. Il va déformer ici, concentrique, tous les cercles de fractalons, dans tous les trois plans, comme des sphères concentriques. Et à cause de cette déformation, on ne peut plus avoir un contact équatorial entre les fractalons de la réseau cubique. Ils vont se décaler, vous voyez. Et cette fluctuation de diamètre, de distance parcourue, il va faire apparaître, parce qu'il tourne tout le temps, je ne peux pas les tourner en main, mais comme ils peuvent tourner équateur sur équateur, entre les couches concentriques, il va apparaître une différence de vitesse. Une différence de vitesse. La vitesse, elle va diminuer plus autour des électrons et à la distance
mais vraiment concentrique, uniforme, à la distance, la vitesse des fractalons à une grande distance, avec chaque nouveau couche, avec chaque prochain fractalon, la vitesse, elle va s'approprier de nouveau de la vitesse du vide idéal. Mais dans les moments qu'un seul fractalon il a été introduit comme fractalon électron dans le système, il y a deux choses qui ont apparu. Une fluctuation du champ électromagnétique complet, pas hétérogène en haut et en bas et au milieu. Et je vous explique après qu'ils vont rester, mais je vous explique après. Et une autre qui c'est la gravitation avec une diminution de la vitesse. Parce que dans les vides, la vitesse du fractalon, on va le considérer C, la vitesse de la lumière. Et ici, la vitesse de rotation du fractalon, elle va être plus diminuée autour de lui. Pour tous les fractalons en contact, ça va être la plus diminuée, pour tous les 8. Et après, tout doucement, jusqu'à arriver de nouveau à la vitesse du vide idéal, ça veut dire C, la vitesse de la lumière dans le vide idéal, sans aucun fractalon. Mais en effet, je vous explique après, là-bas, il ne se touche pas. En effet, c'est 0. Comme les dix de Euler, elles passent du maximum à 0. Et pour le moment, moi, j'explique deux choses sans avoir besoin de force. Je peux expliquer avec ça. Je change de nouveau les vidéos. Là, les zooms. Je peux expliquer la interaction faible, qui est ce mouvement de précession qui apparaissent dans les moments qu'on force l'électron d'avoir son demi-spin avec mouvement alternatif pour ne pas toucher tout le temps et bloquer le système. Et ça, c'est l'interaction faible qui s'appelle maintenant aussi une chose de linkage, ça veut dire vraiment des connexions. Et pourquoi elle est considérée quand même moins importante que l'interaction forte? Parce que l'électron, il peut encore bouger, ça veut dire qu'il a beaucoup de liberté dans cet espace. Et pour voir cette liberté, je vous montre tout de suite. Je vous reprends la photo, l'électron qui était introduit dans le système. Vous le voyez ici. Et quand on essaie de regarder par rapport, ici c'est notre vide idéal, vous voyez, à droite. Parfaitement organisé, très symétrique, c'est logique. Et à gauche, tout au milieu, vous voyez qu'il y a un H qui apparaît. J'espère que le zoom il est bon. Vous voyez? Au-dessus des électrons, il y a un H qui apparaît. Et cet H, c'est en effet l'espace où il peut bouger. Et je vous explique pourquoi. Pour ça, en effet, il est poussé par tous les 8 fractalons du vide qui essayent de garder leur espace, chacun il veut tourner dans son espace vital, il ne veut pas partager l'espace. Mais déjà, l'espace il doit être partagé avec les nouveaux arrivés qui n'ont plus d'espace dans les systèmes. Et alors, au lieu de dire qu'il est poussé par les vides, ils ont inventé ce mot, ça veut dire force faible, qui n'existe pas. Et je vous présente maintenant un zoom, parce que j'ai fait un zoom pour être beaucoup plus visible. Il ne faut pas que je perde ça pour le moment. Voilà. Je vous montre les deux H d'ici, les deux croix. Vous voyez, c'est comme une croix, ou si tu le gardes comme ça, c'est comme une H. Celui-là et celui-là. Et pourquoi c'est important? Vous le voyez ici aussi dans les photos comparatives. On n'a plus besoin de celui-là. Vous le voyez dans les photos comparatives, là. Les vides idéal, bien organisé, et cette forme. Vous voyez cette forme, comme une croix avec un cercle au milieu. Ça, c'est les endroits où notre fractalon électron, il peut encore bouger. Et comment s'explique ça? S'explique de manière très simple. Une fois
une fois qu'on... j'ai fait les zooms pour voir. Une fois qu'il a 8 voisins en contact, qui ont pour le moment tous la même vitesse, les 8, ils vont le déplacer et tous les autres ils vont s'arranger avec les axes pour en continuité avec les mouvements de précision des 8. Ça va donner des régions, des probabilités où on peut trouver notre fractalon électron. Vous voyez? Ça, c'est normalement s'il ne bouge pas au milieu. Mais il va avoir 7 mouvements sur une balle, après sur la deuxième balle, sur la troisième balle, sur la quatrième balle. Et il va avoir une probabilité de le trouver seulement dans cet espace parce que les balles sont rondes. Et cet espace, ça va donner pile cette forme que vous le voyez ici, qui, pour les premiers fractalons d'univers, elle est parfaite symétrique. Elle est parfaite symétrique parce que c'est un seul. On sait que tous les 4 en haut et tous les 4 en bas, ils vont tourner à la même vitesse. Ça veut dire que cette forme, cette croix, va être symétrique. Mais pour les prochains, les formes, elles vont être différentes. Parce que ça dépend de la vitesse de tous les 8 fractalons. Tous les 8 fractalons des contacts. Vous voyez? Tous les 8 fractalons, ceux qui sont en bas et ceux qui sont en haut, ils vont changer la forme de cette croix. Et tous les axes des fractalons sur lesquels il va bouger, ils vont être de manière symétrique. Ça veut dire que si en haut il est là, en bas il va être là. Si en haut il est là, en bas il va être là. Et ces 4 axes qui vont bouger dans cette forme, ils vont faire apparaître les dipôles. Ça veut dire des mouvements de translation. Des mouvements de translation. Et ces mouvements de translation, ils vont être plus forts dans une région en haut et une région en bas. Et à côté de cette région, on va avoir des fractalons du vide, au total 8, entre les 4 axes, qui vont continuer de tourner beaucoup plus vite. Bien sûr, ils vont être ralentis par, comme je vous ai expliqué, la gravitation. Ils vont être ralentis en même temps par un petit peu par les dipôles, mais quand même, ils vont tourner beaucoup plus vite que les fractalons qui sont dans les dipôles. Ici, ils vont vibrer très fort, mais ils vont tourner moins fort. Ici, ils vont tourner beaucoup plus vite comme les fractalons du vide, mais ils vont vibrer presque pas du tout. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que chaque électron maintenant, il a comme 4 ballons qui, en haut et 4 en bas, au total 8 ballons qui le protègent. Et on va voir tout ça maintenant. Une fois qu'on introduit un deuxième fractalon dans une autre région de l'espace, on a dit que celui-là, il a déformé de manière uniforme et il a créé des oscillations qui, vous pouvez les voir comme ça. Les vides, vous voyez, il va créer des oscillations, des vagues. Et celui-là, il a créé déjà des vagues. Il va créer dans chaque moment des vagues en fonction des rotations des 8 moteurs qui, pour le moment, sont identiques. Dans le moment qu'on va introduire un deuxième fractalon à distance de celui-là, qu'est-ce que ça va passer? Celui-là, il va rencontrer les vagues du premier. Et ça veut dire que, initial, tous les 4 vitesses en haut et 4 vitesses en bas, les 8 vitesses, c'était égal et moins de la vitesse de rotation du fractalon de vide, ça veut dire vitesse de la lumière. Par contre, les nouvelles vitesses de le deuxième, qui est sur la même ligne que celui qui est ici, vous voyez, je l'ai mis un petit peu plus haut, ce n'est pas vraiment sur la même ligne de fractalon. Ça veut dire que celui-là, il va rencontrer des ondes, les ondes qui viennent par la déformation de l'espace, et il va avoir une vitesse moins importante à cause de la gravitation que celui-là, et les deux, V3 et V1, ils vont être identiques. Ça veut dire que
Pour le deuxième fractalon, pour le premier fractalon, si l'onde gravitationnelle arrive, parce que lui, il a fait la même chose au début, et si l'onde il va arriver V1 égale V4, et c'est plus grande que V2 et V3, ça veut dire la vitesse de rotation de celui-là et celui-là, il va diminuer. La vitesse de rotation de celui-là, il va diminuer. Les deux, ils vont diminuer aussi par rapport à celui-là. Et le V4' va être plus petit que V1 qui est égal que V3', c'est-à-dire celui-là et celui-là, parce qu'ils sont sur la même onde par rapport aux premières, et plus petit que V2 qui est là. Et cette différence de vitesse de rotation, cette différence de vitesse de rotation entre les fractalons, qui est compensée par des mouvements comme ça, parce que s'ils ont une différence de rotation, je vous dis, ils ne peuvent pas glisser. Il faut que celui qui a une vitesse de rotation plus grande, il a un contact équatorial, et l'autre, pour compenser cette longueur équatoriale, de faire tout autour, quand il tourne, de faire aussi des précessions pour compenser cette distance parcourue. Et ça va donner des vagues, comme je vous ai dit, entre chaque prochain couche de fractalon, il va y avoir des vagues. Et ces différences de vitesse entre les 8 moteurs de chaque, on peut considérer que chaque, c'est comme une drone maintenant. Chaque électron, il va avoir 8 moteurs, pardon, parce qu'il va entrer en contact avec 8 d'autres fractalons. Et les différences de vitesse entre les 8, il va faire que tous les deux, en fonction de les vitesses et les rapports entre les vitesses, qui correspondent en effet entre les rapports entre les dents, c'est ça, c'est traduit. Celui-là, il tourne à 90 de la vitesse de lumière, ça veut dire la vitesse du fractalon du vide idéal, parce que c'est ça qui, chaque rotation, elle va permettre la transmission d'un impulse, d'une précession. Et les ondes ils vont se propager dans les systèmes avec chaque rotation. Ça veut dire, une fois tu as une précession, l'onde elle va partir. Encore une rotation, l'onde elle va partir. Encore une rotation, l'onde elle va partir. C'est cette vitesse de rotation qui donne la vitesse de la lumière et la vitesse de la gravitation. Ça donne les fluctuations et les vagues que vous voyez ici, qui sont les champs électromagnétiques, les deux vagues qui sont en haut et en bas. Pardon, sur les premiers dessins, c'était en haut et en bas. Tout ça sont des vagues. Chaque plan, il va avoir des vagues. Et ça, c'est la vitesse de propagation des ondes des champs électromagnétiques. Et ici, la gravitation, elle va faire par les 4 moteurs, ça veut dire par la vitesse de rotation des fractalons en contact, que les deux électrons ils se rapprochent. Mais comme je vous avais expliqué, maintenant, les électrons, ils ont des dipôles. Vous voyez ici, on a les électrons, je vous fais un zoom. Ah, il a fait le zoom, pardon. Je vous fais un zoom. L'électron d'ici et l'électron de là, ils vont déformer l'espace. L'espace, il va devenir un ellipsoïde autour au début, c'était des sphères autour de chacun, et après un ellipsoïde autour des deux. L'espace déformé ici va faire que les 8 moteurs du premier et 8 moteurs de l'autre, comme je vous ai expliqué, différence de vitesse, ils vont faire les deux de se rapprocher. Mais quand ils se rapprochent, et ils sont très très proches un par rapport à l'autre, les endroits où les fractalons continuent à tourner avec une vitesse importante, ça veut dire les 8 ballons d'air de sauvetage de chaque électron, sont des zones qui ont plus de vitesse de rotation. Et la trajectoire va être au début gravitationnelle, sur la ligne droite entre les deux. Et quand ils se rapprochent à une certaine distance, ils ne peuvent pas, parce que les ballons très stables de celui-là, il a rencontré, ils disent non, on tourne très bien, on n'a pas besoin de détruire notre vie, on va rester avec un contact équatorial, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de stabilité, c'est ça que j'appelle. Et plus tu es moins stable, plus tu as perdu la vitesse de rotation, plus tu vas accepter d'autres. Ça veut dire que quand il se va rapprocher, la force, qu'on appelle maintenant la force gravitationnelle, elle va devenir moins importante et la force
ce mouvement de translation, où ici, comme ils bougent comme ça, ils vont l'accepter. Ici, ils sont très fixes. Ils vont pas l'accepter dans cette région-là. Et comme ça, il va prendre une trajectoire pour s'arranger avec leurs dipôles ensemble. C'est comme un magnet avec deux pôles. Où il va être accepté dans certaines régions autour de lui. Qu'il faut les faire des simulations pour voir précisément où sont les deux régions. Pour ça, j'espère que je trouve des adeptes pour avancer avec cette physique. Et ça, on va voir tous les deux phénomènes déjà. La gravitation, parce que pour moi, ce n'est pas une force. Je vous explique qu'on peut construire très bien seulement avec un cube de fractalons organisés comme ça et qu'ils tournent tous en univers à l'infini. Et on met un seul et on a tout de suite électromagnétisme et on a tout de suite gravitation. Et on a tout de suite aussi l'interaction faible, ça veut dire l'espace où il peut bouger par la pression exercitée par les 8. Ça, on appelle interaction faible. Et il va, on va dire la force du Coulomb, la force électrostatique, elle va prendre le relais ici, mais en effet, c'est seulement que par rapport aux vitesses du fractalon qui sont autour du premier électron, par rapport aux vitesses des 4 fractalons en bas et 4 en haut. Et tout de suite, on a l'électron qui va avoir un demi-spin qui va générer dans la théorie d'Einstein, il a une masse, il va générer la gravité par sa masse, il va générer aussi les fluctuations du champ électromagnétique. Dans ma théorie, il n'a pas masse, je vous explique après pourquoi, parce qu'il n'est pas bloqué. Notre électron, il a un demi-spin, il peut toujours changer l'épaule. Et c'est ça très important quand tu peux encore changer l'épaule et tu as encore un mouvement de rotation. Il n'est pas encore matière. Il permet tout de bouger encore très bien. Avec celui-là, il ne marche pas. Voilà. Vous voyez? Je l'ai fait déjà plusieurs fois pour voir les demi-spins. Et on peut déjà expliquer seulement avec un réseau cubique, avec un nouveau arrivé, on peut expliquer la gravitation. On a dans ce système gravitation et on a un champ électromagnétique. Et dans ces champs électromagnétiques, ici, les fractalons ils vont vibrer tous comme ça. Pour moi, c'est déjà la lumière. Ce mouvement latéral, c'est une lumière qui est bloquée. Mais ça, je vous explique après. Ça, on va continuer. Ça veut dire que dans les moments, quand les deux fractalons, chacun il va avoir 8 voisins et 8 choses de sauvetage ici avec une vitesse de rotation plus importante, il va avoir, ça je vous ai expliqué, on arrive là. Il se va rapprocher tous les deux en fonction des 8 vitesses d'ici et les 8 vitesses ici, les 8 moteurs. Et dans les moments d'impact, c'est qui vont entrer en contact les premières? Sont bien sûr les dipôles, plus ou moins les airbags, ça veut dire les ballons gonflés. Mais c'est plutôt je l'appelle tourbillons des fractalons électroniques. Ils vont entrer en contact. Et les tourbillons, où ils vont former un seul tourbillon, où ils vont se casser. Et une partie de cette énergie des tourbillons, une partie de cette énergie qui se... je vous montre encore une fois. En haut et en bas, je dis qu'au-dessus de cela, on va avoir cette fluctuation donnée par les 4 axes qui vont toucher tout le temps, comme ça. Une partie de cette énergie, qui c'est le tourbillon de fractalons électroniques, elle va partir dans l'espace avec une certaine fréquence, avec la vitesse de la lumière, parce que cette propagation dans l'espace déjà déformé par la gravitation, si tu n'as pas gravitation pour déformer l'espace, la lumière, elle ne peut pas partir. C'est impossible, parce qu'ils ne se touchent presque pas, les fractalons. Mais si elles partent dans l'espace, si l'espace, il est déjà déformé par la gravitation, la lumière, elle va partir comme une onde
et une partie de cette énergie de translation, elle va partir dans l'espace. Mais d'où vient cette énergie? Cette énergie, elle vient parce que la vitesse de rotation, il y a plus de vitesse de rotation qui va être perdue avec il va voler d'énergie de rotation de tous les fractalons qu'il rencontre parce que c'est eux les moteurs. Ils changent. Maintenant, ils ne sont pas à l'infini tous les quatre. Avec chaque précession comme ça, on peut changer les positions des fractalons. Ça veut dire, au début, c'était un fractalon violet qu'on a mis ici, un autre fractalon violet qu'on a mis ici. Mais à la fin, les fractalons violets arrivent à la place du bleu. Le bleu, il passe sur les prochains. Et au milieu, il va arriver des fractalons du dernier qui sont, c'est comme un berceau de Newton. Vous voyez, ils changent les places un avec l'autre. Et à la fin, c'est pas les derniers wagons qui arrivent, c'est la locomotive. Et dans ce moment, on a expliqué aussi l'apparition de la lumière. De la lumière, un cercle qui peut déjà partir. On a la lumière, on a la gravitation, on a l'électromagnétisme. Seulement avec deux nouveaux balles en mouvement qui tu les introduis dans un réseau parfaitement cubique. Et on peut avancer déjà. Ça, je vous avais déjà expliqué. Ça, pourquoi il change la trajectoire, je vous avais déjà expliqué. Pourquoi les axes du électron, ils vont former cette forme que je vous avais montré la forme et je vous le montre encore une fois. Peut-être vous avez oublié. Voilà. Ici, les vides. Et ici, c'est à l'inverse, les H qui apparaissent. Vous le voyez? C'est le degré de liberté. Ça représente le degré de liberté qu'ils appellent maintenant l'interaction faible. C'est pas besoin d'aucun boson, c'est pas besoin d'aucun photon. On a seulement des fractalons qui tournent et déjà on peut expliquer parfaitement la gravitation, l'électromagnétisme, l'interaction faible. On va avancer. Au numéro 3, pour Einstein, la gravité, c'était masse. Pour moi, la gravité, c'est seulement des différences des tempes, des rotations des fractalons. S'il n'y a pas rotation, il n'y a pas du temp, il n'y a pas de la lumière. Pour moi, tout ça dépend de la vitesse. Ici, comme parce que les roues dentées sont au même plan, tu peux avoir un seul linkage, un seul couplage. Mais avec des balles, ça change tout. Parce que tu peux coupler. Vous voyez, par exemple, pour celui-là, aussi pour les dodécaèdres, c'est la même chose. Tu vois, tu peux avoir différents rapports. D'ici, ça vient toute la théorie d'électrons. D'ici, ça vient toute la théorie de la gravité. De cette propriété d'une balle, d'avoir plusieurs contacts. Et avec les dodécaèdres, c'est la même chose. Les dodécaèdres se comportent au total avec tous ces points de contact comme ça. Ils se comportent en effet comme des roues dentées. Vous voyez, avec des différents, et tu peux changer plusieurs rapports. Et pour moi, c'est tous ces points de contact, tous les rapports qui interviennent dans la gravité, dans les moteurs, on va dire, les 8 moteurs de chaque électron et les moteurs entre différentes couches, la différence de vitesse de rotation de différentes couches. Pour moi, c'est ça qui va générer la gravité. Ça veut dire un espace qu'on commence à le remplir avec des électrons, on met des fractalons intercalaires dans un réseau cubique, ils vont générer des fluctuations du champ par leur moment de précession qui apparaissent tout de suite et il va générer par diminution de vitesse de rotation la gravité. Point 4. La lumière,
et l'électron, dans la théorie d'Einstein, ils ont masse. Dans la théorie des triangles de fractalons, la lumière et l'électron, ils sont des j'ai fait un zoom, ils représentent des gravités, mais sans matière. Ils ne sont pas encore des matières. On ne va pas les considérer comme sont des matières. Einstein, il introduit masse dans l'équation aussi, E égale mc pătrat. Pour moi, il n'y a aucune masse. Ça n'existe pas. Pour moi, si tout ça c'est plein dedans ou c'est vide dedans, sur les balles sont pleins ou vides, c'est zéro importance. Dans une montre, si la balle est en métal ou c'est en plastique, c'est seulement la taille de la balle qui compte. Il n'y a pas, pour moi, la notion de masse, elle n'existe pas. Dans une montre, si tu changes une balle avec une balle en métal, les tempes, il va être toujours les mêmes. C'est pareil ici. Tout ce qui compte, c'est les surfaces de contact. Et vous savez que pour une surface, aussi, la surface va faire pression ici quand il y a un fractalon électron que tu mets dans l'espace. Tous les autres, ils vont pousser sur lui avec leur surface, la surface totale des 8 qui vont pousser des contacts. Ça veut dire, après 8, ils vont être exponentiels, la surface, elle est au carré. C'est cette pression qui représente en effet la vitesse de rotation au carré. Ça veut dire une vitesse de rotation de chaque fractalon qui augmente de façon exponentielle avec les carrés comme la surface. Plus tu as de surface, plus tu pousses vers l'intérieur. Et d'ici, ça vient la célèbre formule de l'énergie. Mais dans la célèbre formule de l'énergie, on ne tient pas compte des translations. Bon, on avance. Le point 5. Pour Einstein, la matière, je ne sais pas si vous voyez, oui, la matière, il peut se transformer en énergie, comme pour tous les physiciens qui vont suivre, comme des moutons, ils suivent leur, je ne sais pas quoi, gourou, et ils ont fait une religion, ils ont fait une grande église que maintenant je veux détruire, l'église d'Einstein. La matière, elle peut, pour lui, ça peut transformer en énergie et l'énergie, elle peut se transformer en matière. Pour moi, c'est complètement différent. L'énergie, c'est une énergie de rotation ou de translation. Tu peux transformer l'énergie de rotation du Big Bang, ça veut dire initial, quand tous les fractalons n'avaient pas de translation, ils avaient, dans les vides idéales, comme je vous avais dit, tout au début, ils avaient seulement des rotations. Cette énergie de rotation de chaque fractalon qui vient du Dieu avec une énergie de rotation, au début, pas dans le double sens, elle va être transformée en énergie de translation et énergie de rotation. Ça veut dire, on va avoir une partie d'énergie qui reste de rotation, qui va donner toujours une vitesse de la lumière plus petite que la vitesse de la lumière dans le vide idéal, et une énergie de translation qui représente pour la lumière et l'électron, qui en effet c'est presque la même chose, sont les précessions, c'est les pressions que je vous avais dit, qui donnent les fluctuations de champ électromagnétique. C'est ce changement d'axe de 270 degrés qui va générer un dipôle ici, un dipôle là et un dipôle au milieu et au total 4 et 4, 8 ballons de sauvetage avec des fractalons qui vont tourner plus vite, qui sont plus stables. Cette énergie de translation, seulement des pôles, de précession, c'est pour la lumière et pour les électrons. Et nous, les atomes, qui n'en a pas arrivé là-bas encore, pour les atomes, on a encore une vitesse de translation qui c'est l'énergie classique, qui les formules fonctionnent très bien. C'est la vitesse de translation de la Terre, des chaque homme qui se déplace, etc. C'est une énergie de rotation ou de précession transformée en énergie de translation. C'est comme je prends une balle, je le tourne fort, 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 et après je le jette, elle se transforme en énergie de translation. Après, on arrive, on va continuer. Dans les moments quand tu remplis et tu mets de plus en plus de fractalons intercalaires, les choses que vous voyez en jaune ici, on introduit partout de nouveaux
fractalons intercalaires, qui je les appelle constants cosmologiques. Combien on met par unité de volume. À la fin, la gravité, elle va être méchante, elle va être beaucoup plus puissante. Ça veut dire la gravité qui va apparaître autour de tous les nouveaux introduits. Au début, ils vont rester comme ça, tranquilles. Chacun il va avoir son espace vital. Et après, la gravité, elle va déformer tellement l'espace, elle va diminuer tellement dans une région la vitesse de rotation, il va diminuer tellement la puissance des ballons de sauvetage que je vous avais dit parce qu'elle dépend de la vitesse de rotation. La gravité, elle va tellement diminuer qu'il va laisser les fractalons qui normalement sont protégés par 4 en bas et 4 en haut, pardon, les électrons qui sont protégés par 4 en bas et 4 en haut, de se toucher. Vous voyez, normalement, tu as 4 en bas et 4 en haut, et tout le monde tourne, lui avec précision, parce que sinon il va bloquer tout le système. Et tu arrives à des situations, tu arrives à cette situation qu'on voit ici, il y a, tout le monde veut danser, et il n'y a plus d'espace sur les rings de danse. Et ils sont tous énervés. Chacun, il protège son espace. Les électrons, ils se rapprochent. Ils vont rester tous ensemble. Mais ils n'ont pas assez d'espace. Et parce qu'ils sont de plus en plus, l'espace, il est tellement déformé. La vitesse de rotation, elle a diminué tellement. Et le résultat, absolument logique, c'est qu'il y a des fractalons qui vont se bloquer ensemble. Et dans le moment quand il y a des fractalons qui se bloquent ensemble, on arrive à cette situation d'ici. C'est-à-dire, il est parti d'ici, celui-là il est parti d'ici. Vous voyez que maintenant, le bleu il a passé de l'autre côté, le vert il a passé de l'autre côté. Ils ont changé les places, mais à la fin, il y a deux fractalons électrons, à cause du espace très désorganisé, qui se touchent. Et dans le moment quand tu prends 7 fractalons du vide, ou moins, et fractalons électrons, et tu les prends ensemble, et tu peux faire que ces touches et de mettre 7 ensemble en même plan, c'est la première graine de la matière qui apparaît. Et cette première graine de matière qui apparaît, il va avoir même comportement. Vous le voyez ici, c'est la première graine de matière qui apparaît, c'est les protons. Il va avoir un même comportement que l'électron, ça veut dire il va avoir un dipôle en haut, un dipôle en bas, un dipôle au centre, et des endroits où les fractalons ils vont tourner, ça veut dire tu as un dipôle là, un dipôle en bas, un dipôle ici au centre, vraiment dans ce plan, qui ils vont vibrer vite. Par contre, tu vas avoir des régions ici, 1, 2, 3, 4, en fonction des points de contact, parce que tout ça va changer, l'architecture bien sûr, avec gravitation, avec tous les électrons qui sont dans le système, etc. Mais tu peux avoir des différentes régions avec des rotations différentes, et ça veut dire stabilité différente. Et si je cherche les photos, voilà, les photos sont là. On a les premières graines de matière que vous voyez ici, les 6 dans un plan, et tout le monde est content parce que tout le monde peut danser. Il y a au centre du ring quelques électrons avec quelques fractalons du vide qui sont écrasés, ils sont tombés par terre, ils ont formé un sol qui bouge plus du tout, qui tourne plus du tout. Ils n'ont plus de rotation individuelle, ils sont bloqués ensemble. S'ils se touchent en trois, c'est fini, c'est bloqué. Et dans ces moments-là, vous voyez, dans ces moments-là, ils sont bloqués en trois, ils ne peuvent plus bouger. Et les choses qui apparaissent, à mon avis, il va avoir cette forme-là, il va toucher un petit peu les deux plans, mais pas beaucoup, vous voyez. Elle va avoir des précessions, bien sûr, à cause du contact. Et il va générer en haut et en bas des dipôles et au centre. Et en fonction bien sûr, de l'architecture, dans différentes réactions chimiques, il va avoir des dipôles qui vont changer. Ça veut dire les dipôles, les fractalons électroniques, comme je les appelle. Et dans les moments qu'on en a là, bien sûr que aussi pour la matière, comme pour l'instant, on peut voir les choses de stabilité. Et on arrive au dernier chapitre, quand on voit ici les choses de stabilité. Je le mets comme ça.
Vous voyez? Vous le voyez? C'est comme ça organisé, on voit où il peut bouger. Et cette chose où ils peuvent encore bouger, les 7 bloqués au centre, euh, ils les appellent interaction forte. Interaction forte entre les, euh, entre les choses qu'ils ont considérées que sont à l'intérieur d'une proton, ça veut dire 2 quarks U et 1 quark D. Ça correspond au tableau que je ne sais pas où je l'ai mis. Une seconde. Voilà, je l'ai trouvé. Ça correspond là à ça et à ça. Et après les autres avec l'énergie plus grande. Jusqu'ici, on n'a pas utilisé les forces. On n'a pas eu besoin d'aucun des bosons pour expliquer la lumière, l'électromagnétisme, la gravitation, l'interaction faible, qui sont les libertés qu'on les voit ici. Les libertés qu'on les voit ici, c'est l'interaction faible. L'espace, on dit maintenant qu'en effet, il est attiré dans cet espace. Mais en effet, il est poussé par tous les autres du vide. Et on passe à l'interaction forte, qui, pour voir qu'est-ce que ça donne, ça veut dire les espaces, vous voyez ici, les protons. Et pour l'interaction forte, ça donne ça. Et s'il tourne à distance, si je le fais tourner, j'ai des photos ici avec l'électron qui tourne à vitesse grande et tu fais la même chose, ça donne un cercle. Mais en effet, vous voyez qu'on sont vraiment petits les espaces où il peut encore bouger. Les 7, ils ont un très petit endroit où ils peuvent encore bouger parce que les vides, ils les poussent très fort. Ils ne sont pas attirés un vers l'autre, ils sont poussés par les vides il a beaucoup d'énergie de rotation. Et ça donne beaucoup de puissance. Et dans ces moments-là, on arrive à cette situation, on a passé de l'électron, et on arrive à la classique tableau des particules élémentaires. Ça veut dire, maintenant, il considère, quand il se forment direct des électrons. Ça veut dire des électrons, à cause de la gravitance, ils vont perdre de plus en plus d'énergie de rotation, ils peuvent se rapprocher. Et alors, les protections, les airballs, ils ne fonctionnent plus. Je vous avais expliqué. Et ils arrivent en contact, ils vont former une seule graine de 7. Et cette graine de 7 qui apparaît, si tu le casses avec beaucoup d'énergie, ben énergie, ça veut dire énergie de translation ou lumière ou précision qu'on a introduit dans les systèmes. Et cette énergie importante que les humains, par translation presque à la vitesse de la lumière, ils les frappent un contre l'autre, ils disent qu'il y a il attribue cette énergie directe aux différentes quarks. Mais en effet, les quarks, c'est une seule chose. Quand tu casses un proton, avant qu'il se retransforme en fractalons supplémentaires, ça veut dire des électrons, parce qu'à la fin, ils deviennent tous des fractalons électrons, ou sinon, s'ils arrivent dans une région très, très, très proche du vide idéal, ils se transforment en fractalons du vide presque idéal. Mais au début, ils vont se transformer probablement seulement des fractalons électrons. Ça veut dire, parce que tous les deux, ils sont en contact, parce qu'ils partent déjà d'emblée en contact, et ils vont commencer à prendre des rotations pour équivaler tous les fractalons autour qu'ils ont déjà en rotation. Les électrons, ils ont déjà de rotation. Les fractalons qui ne sont pas des électrons, les 8 moteurs, ils ont déjà en rotation. Et les deux qui partent ensemble, ils vont tourner un dans un sens ou dans l'autre. Et ils vont être couplés pour quelques mouvements très, très, très éphémères, il va avoir une direction en fonction d'impact, en fonction des les fractalons qu'il va rencontrer dans son chemin, en fonction des orbitales. Tout cet ensemble, ils vont donner un vecteur, comment on dit quand on fait pas la moyenne, on fait les résultantes, un vecteur résultante qui il va avoir une certaine direction. Ça veut dire les deux d'ici, ils vont partir comme ça, les deux peut-être ils vont partir comme ça, et il reste trois qui ils vont partir dans une autre direction. Parce que
la pression des autres, ça va exister toujours. Pour ça, ils ont arrivé d'être 6, parce qu'il y a une énorme pression. Mais quand ils sont déjà en 2 ou 3, ils sont plus stables. Tu ne peux pas rester à l'infini en 3, parce que vous avez compris, les roues dentées ils vont t'obliger d'introduire dans un réseau du vide. Et les roues dentées, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser les deux de se déplacer une courte période ensemble, tac, 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 tous les deux. Et après, ils vont transformer chacun dans les vides, ça veut dire dans des électrons. Et on va avoir deux comme ça, 1 et 2. Vous voyez, 1 et 2. On les appelle D. Et on va voir ici 1, 2, 3, 2 rouges avec un jaune. Ça veut dire, on peut le considérer ça, mais c'est symétrique. On peut ou ça, n'importe. Ça veut dire 2, ils vont partir comme ça, 2 comme ça, et 3, n'importe lesquels, 3, ils vont partir ensemble. Et ils vont résister un petit peu ensemble. Et après, celui-là, il va se détacher. Il se transforme tout de suite en fractalon électron plus moins la lumière, parce qu'il va rencontrer, elle va frapper les orbitales, comme je vous avais expliqué. Et il y a une partie de cette orbitale, de cette énergie de translation qui va partir dans l'espace, qui on appelle lumière. Et les deux, ils vont suivre comme les deux d'ici, un chemin plus court, parce qu'ils ont perdu beaucoup d'énergie quand ils étaient tous trois. Et après, chacun va se transformer aussi en fractalon électron, qui va avoir un voisin et 8 voisins et 8 moteurs. On reprend les schémas. Ça veut dire, si tu fais comme ça, tu vas bloquer tout le monde, tout l'univers. Mais si tu fais comme ça, tout le monde peut tourner, mais il ne faut pas toucher en même temps des fractalons qui tournent dans des directions opposées. 1 fois 1, 1 fois 2. 1 fois 1, 1 fois 2. 1 fois 1, 1 fois 2. Comme ça, tout le monde peut tourner. Et ça veut dire que pour moi, qu'est-ce que ça change? Je vous fais un petit zoom. Je n'ai pas fait attention à la vidéo si le zoom il était bon. Et je vous fais là-bas un petit zoom. Pour 6, dans la physique actuelle, il y a des fermions et des quarks et des leptons. Pour moi, il y a pareil, des fermions, des quarks et des leptons, comme je vous avais expliqué, sans utiliser aucune force. Je n'ai pas utilisé jusqu'à maintenant aucune force et j'ai arrivé à construire tout l'univers. Si vous regardez ma livre, vous voyez aussi toute la construction des tableaux de Mendeleev, suivant ces règles. Il a une symétrie parfaite. Moi, je suis confiant à 100% que la théorie elle est vraie. Et j'espère que beaucoup d'entre vous, ils vont venir vers moi pour mettre à terre cette église créée par les physiciens après Einstein et de recommencer avec une vraie physique basée sur la réalité, sur des choses qui sont simples comme Copernic. Et je vous donne cette pierre de Rosette. Et comme je vous avais dit au début, si vous voulez que je vous transforme et que je vous traduis n'importe quel article de Wikipédia dans la nouvelle physique très très simple, qui te seulement un réseau cubique dans lequel tu ajoutes encore d'autres balles en mouvement. Tu as un réseau cubique de balles en mouvement dans tout l'univers et tu ajoutes d'autres qui deviennent des électrons. Et tout de suite apparaissent la gravité, la fluctuation électromagnétique, gravitation, lumière, fluctuation, et les deux choses qu'ils appellent des forces, mais en effet, ce ne sont pas des forces. Ça veut dire que pour moi, je ne sais pas si vous voyez ici, pour moi, les fermions et les quarks leptons sont pareils comme dans la théorie d'Einstein, et les fractalons électrons, quand tu mets 7 à la place de 6, ça devient un proton. Mais à l'inverse, tu ne peux pas transformer deux quarks up et un quark down dans des protons. Ça marche dans un seul sens quand tu le détruis par énergie de translation qu'il apporte d'extérieur. Par contre, des fractalons d'électrons, ils peuvent devenir protons. Les fractalons d'électrons, ils peuvent devenir protons. Mais les protons, il va avoir une seule désintégration à cause de cette énergie de translation que tu les apportes. Les U et D, tu peux l'obtenir seulement si tu frappes les protons. Sinon, ils n'apparaissent jamais. Par contre, les protons, tu peux le créer par sonoluminescence, seulement par compression du vide.
Voilà. J'espère que j'étais très très clair. Je voulais vous présenter aussi les diagrammes pour expliquer tout ça. Pourquoi ici toutes les expériences qu'ils utilisent pour la physique des particules, elle est faussée parce qu'ils apportent une vitesse, ça veut dire une énergie d'extérieur qui va fausser bien sûr toute l'expérience. Tu pars d'une prémisse erronée, tu arrives à la conclusion erronée. Tu pars déjà avec une énergie que tu lui donnes en plus. C'est pas correct. Une pomme qui en vitesse avec une pomme statique, c'est pas la même chose. Si tu l'écrases, ça donne autre chose. Je vous remercie énormément. Je profite pour dire encore fois bon anniversaire à ma femme, que je l'aime énormément. Et je profite pour ça, pour vous dire pourquoi on passe de l'époque du poisson avec des forces dans l'époque des choses qui coulent d'un à l'autre. Seulement l'espace il est identique pour la matière et pour les vides. Les trous noirs sont pas beaucoup plus denses, comme vous voyez. Un trou noir, c'est un grand atome. Il n'est pas beaucoup plus dense que l'espace du vide, le vide idéal. Je vous remercie énormément et bonne soirée.